que nous sommes attaqués, ça veut dire que nous avons des ennemis. Qui sont-ils? Que sait-on sur eux? Nous faisons le point tout de suite avec Vincent Nguyen de Wavestone. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Nguyen, je suis manager au sein de la partie cybersécurité de Wavestone. Je suis désolé pour les personnes qui voulaient voir Jérôme, il est encore retenu en train de faire une table ronde, en train d'animer une table ronde. Il nous rejoindra peut-être un peu plus tard, on espère. Wavestone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil, notamment cybersécurité. On est 3000 collaborateurs, un peu plus de 3000 collaborateurs dans 8 pays différents. On est 500 dédiés en cybersécurité. J'avance très rapidement là-dessus. De quoi je vais parler? Je vais parler des attaques finalement que nous on a eu à gérer avec nos clients. Donc moi je suis également responsable du CERT de Wavestone, donc notre équipe de réponse à incidents de sécurité et de gestion de crise. Pendant l'année qui s'est écoulée, entre septembre 2018 et août 2019, nous avons traité 40 incidents de sécurité significatifs ou majeurs. On définit de notre côté tout ce qui est significatif majeur par ayant entraîné une interruption des services de production de nos clients, ayant impacté des pertes financières importantes, des pertes d'image importantes, etc. Comme vous pouvez le voir, nos clients sont des clients grands comptes et du coup qui sont un peu sur tous les types de secteurs d'activité différents. Pourquoi est-ce qu'on a publié ce benchmark-là? Ce benchmark est public, il est disponible sur notre site internet, tout simplement pour essayer de donner un petit peu de visibilité sur ce qui se passe réellement dans les grandes entreprises et notamment vis-à-vis du paysage cybercriminel. On a donc essayé d'identifier pour chacune des attaques que l'on a eu à gérer, quelles sont les motivations des attaquants, quand et comment est-ce qu'ils ont été détectés sur les systèmes d'information de nos clients, comment est-ce que les attaquants se sont introduits sur ces fameux systèmes d'information et comment est-ce que nos clients se sont organisés pour les affronter, pour gérer la crise. Alors tout d'abord, sur le premier axe, l'axe motivation, pourquoi est-ce que les attaquants attaquent? Sans surprise, c'est pour le gain financier. Globalement, 43% des attaques que nous avons eu à gérer, c'était pour, côté attaquant, c'était pour se faire de l'argent. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail de ce chiffre-là, on se rend compte qu'on a 36% de ransomware. Donc 2018-2019, ça a vraiment été très actif. On est encore sur une tendance croissante à ce niveau-là, et il y en a toujours de plus en plus. Depuis le début d'année, on en a encore un petit paquet qui ont été déclenchés sur du ransomware. Également, on va noter 34% de vol de données. Alors, certains vont pouvoir me dire, ces 34%, on a une partie qui devrait être plutôt côté gain financier, parce qu'on va voler ces données-là pour pouvoir les revendre. C'est vrai, sauf qu'on ne les a pas encore constatées. On n'a pas encore constaté ces reventes sur des marchés noirs ou autres. Donc pour le moment, on considère que c'est uniquement du vol de données. Que ce soit du vol de données techniques, que ce soit du vol de données métiers. Un point qui est assez intéressant, c'est que pour 15% des affaires qu'on a eu à traiter, on n'a pas forcément compris que venait faire l'attaquant. C'est-à-dire qu'il s'est introduit sur le SI, il s'est baladé, il a obtenu des comptes, il a compromis l'Active Directory, il n'a pas fait d'exfiltration massive, il n'a rien détruit, on ne l'a pas vu introduire de code malveillant particulier, donc on ne sait pas exactement ce qu'il cherchait à faire. Soit on a eu de la chance, on est arrivé suffisamment tôt et du coup on a pu le bloquer, il n'a pas pu atteindre son objectif, soit tout simplement il était dans une phase de reconnaissance, lui-même ne savait pas ce qu'il faisait là, il ne savait pas exactement sur quel système il était tombé. Autre chiffre assez marquant, 167 jours. 167 jours, c'est le temps moyen écoulé entre une intrusion et sa détection. C'est super long. 167 jours, on parlait déjà de ce chiffre-là il y a une dizaine d'années. Donc c'est vraiment trop long. Pourquoi est-ce qu'on a un chiffre aussi important? Tout simplement parce qu'on a eu une affaire cette année où le client, la victime, a détecté l'intrusion 6 ans après l'intrusion effective. Donc forcément, au niveau de la statistique, au niveau de la moyenne, ça s'en ressent et ça impacte assez fortement du coup ce chiffre-là. Si on regarde un peu plus dans le détail, on va se rendre compte que la médiane, elle est plutôt à 2 jours. C'est-à-dire qu'on a 50% de nos clients qui vont détecter les attaques en 2 jours. Et ça, c'est vraiment très positif. Pour autant, 35% des entreprises vont tout de même plutôt attendre malheureusement entre 6 à 9 mois pour réussir à détecter l'attaque. Ce qui veut dire que si on sort les 6 ans du temps moyen, on est plutôt entre 90 et 100 jours. Donc ça reste quand même très important. Un attaquant peut être présent pendant 90 jours, pendant 3 mois chez vous, se balader. C'est ça que ça veut dire. Alors on essaie de classer un petit peu ces attaquants par type d'attaque, par type de menace finalement qui repose sur les SI de nos clients. On a considéré qu'on avait 65% de menaces opportunistes.
C'est-à-dire que l'attaquant s'est retrouvé sur le système d'information de notre client, mais ne cherchait pas forcément à leur faire du mal à eux. Le cas très classique du ransomware où l'attaquant a trouvé port d'entrée quelconque, on verra les ports d'entrée juste après, mais trouvé port d'entrée quelconque, il s'introduit dessus, il balance ce ransomware et il attend simplement d'être payé. Et ça, on a eu le cas sur plein d'entreprises différentes. On a considéré qu'on avait 30% de menaces ciblées, c'est-à-dire que l'attaquant voulait vraiment faire du mal à cette entreprise-là. Ça, on l'a notamment caractérisé parce qu'on a vu du spear phishing comme étant la source d'intrusion sur le SI. En plus de ça, on a vu l'attaquant repaquer certains codes malveillants pour la victime qu'il voulait. Donc, on a considéré que c'était de la menace ciblée. En termes de personnes, de profils attaquants, on a considéré qu'on était plutôt face à des cybercriminels qui étaient plutôt organisés. Tout simplement parce qu'on voit des techniques qui ne peuvent pas forcément être réalisées tout seul, ou un volume d'attaques qui ne peut pas être réalisé tout seul. Donc forcément, c'est plutôt du cybercriminel organisé. On constate quand même encore, dans quelques affaires, des collaborateurs internes qui étaient à la source finalement des incidents de sécurité. À la source parce que certains étaient en train de reconstruire, de lancer leur propre entreprise à côté et avaient voulu aspirer la base de données clients. Ça, c'était pour un cas. Pour un autre cas, on avait eu un ancien collaborateur qui s'était laissé des backdoors sur le système d'information. Et il pouvait du coup venir sur le SI, recollecter des informations absolument quand il voulait. J'ai parlé des portes d'entrée. Les portes d'entrée qui sont régulièrement utilisées par les attaquants sont assez classiques et malheureusement ne changent pas énormément. Dans un cas sur trois, une application web, c'est-à-dire qu'on a une application exposée sur Internet qui est vulnérable et notre attaquant va attaquer cette application, va la compromettre et par cette compromission, il va ensuite pouvoir rebondir un cran plus loin, puis un cran plus loin, etc. dans le système d'information jusqu'à arriver à l'Active Directory qui est quasiment systématiquement compromis. Dans un cas sur 10, on a du spear phishing, du phishing ciblé. Également, ça, c'est une statistique assez classique, assez régulière. Cette année, on a eu un cas qui est un petit peu sorti du lot vis-à-vis de d'habitude, c'est le RDP. Dans un cas sur 10, on a eu du RDP exposé qui était attaqué. Ça s'explique assez facilement, c'est que durant l'année, on a eu pas mal de vulnérabilités qui sont sorties sur ces services-là, et on les a vus du coup en train d'être exploités, parfois avec succès, par les attaquants. A noter tout de même que dans 20% de nos affaires, nous n'avons pas réussi à déterminer quelle était la source de l'intrusion. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de traces. Je parlais tout à l'heure d'une affaire qui remontait à 6 ans. Forcément, les traces n'existent plus. Parfois, les systèmes ont été décommissionnés. Ils n'existent tout simplement plus, donc on ne peut plus du tout investiguer dessus. Ou tout simplement, on considère que la source est plutôt dans un autre pays, dans une entité régionale de certains de nos clients, et malheureusement ils n'ont pas les ressources locales pour effectuer soit de la collecte, soit certaines petites mesures d'investigation, et ce serait trop coûteux pour le client vis-à-vis de l'affaire de dépêcher une équipe d'intervention là-bas. Donc malheureusement des fois on se retrouve sans avoir pu identifier le vecteur d'intrusion. Sur la capacité à détecter les attaques, sur l'année écoulée, on a plus de 40% d'attaques détectées par les collaborateurs. Dans collaborateurs, je vais également englober les partenaires, les prestataires, bref, de l'humain. Pour un peu plus de 25% des attaques, ce sont plutôt les services de détection qui ont réellement réussi à trouver l'attaque, c'est-à-dire les SOC de nos clients qui ont réussi effectivement à détecter ces attaques-là. Dans quelques affaires, on a eu les forces de l'ordre qui ont saisi des serveurs, qui ont retrouvé des données ou des traces de connexion depuis les SI de certaines victimes, et du coup qui ont pu alerter les victimes qu'ils avaient été effectivement compromis. Ce qui est intéressant et à noter et surtout à se rappeler, c'est que nous, on est une équipe d'intervention externe, donc on intervient pour des clients qui ont déjà leur équipe SOC interne, leur équipe de réponse à incident interne, et donc ce qui nous arrive, c'est forcément des attaques qui sont très visibles, qui sont très compliquées, où les équipes internes sont complètement débordées dans la gestion de l'incident, dans la gestion de la crise. C'est pour ça qu'on a entre guillemets un taux tout de même assez faible à 25% d'attaques détectées par les SOC. Enfin, côté dispositif pour répondre à ces incidents, pour répondre à ces crises-là, en moyenne, on compte une douzaine de personnes embarquées à temps plein côté client. On est monté sur une gestion de crise à plus de 440 personnes mobilisées.
Le volume de 440 personnes n'est pas intégré dans le calcul de la moyenne des 12 personnes, sinon, un petit peu comme tout à l'heure, on explosait vraiment le chiffre et ça ne servait à rien de présenter ce chiffre-là. En termes de délai nécessaire pour revenir à la normale, en moyenne, sur un incident assez simple, on va être sur une semaine de traitement sur ce type d'incident. On va considérer ce type d'incident comme étant un ransomware assez simple qui aura chiffré quelques serveurs mais qui ne se sera pas propagé. On va plutôt être sur 3 semaines à 1 mois à partir du moment où on a cette capacité de propagation et en tout cas un volume de machines assez conséquent qui va être détruit. Et enfin, on va plutôt être sur 6 semaines, voire plus dans certains cas, lorsqu'on a besoin de réimporter toutes les données qu'on a pu constituer en mode dégradé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre système d'information n'est plus existant, forcément nos collaborateurs ne vont pas s'arrêter de travailler, ils doivent continuer à travailler. Les moyens alternatifs traditionnels s'appuyant sur un SI sont également détruits. Très bien, on va faire un fallback sur des moyens dégradés type papier. Mais à un moment, il va falloir réimporter ces données qu'on a constituées sur le papier dans nos systèmes informatiques quand on aura pu réussir à relancer l'informatique. Et ça, forcément, ça prend également du temps. Le frein majeur que l'on peut constater en réponse à un incident, c'est les problèmes de sauvegarde. Soit on est face à des situations où le serveur de sauvegarde a lui-même été chiffré, alors pas forcément les backups en tant que tels, mais par contre le catalogue, l'index de ces sauvegardes, lui, est chiffré ou est détruit. Dans ce cas-là, forcément, c'est très compliqué de réussir à aller chercher les données. On perd du temps là-dessus, et bien souvent, les serveurs de sauvegarde ne sont eux-mêmes pas sauvegardés. Donc c'est compliqué de récupérer ça. En plus de ça, même si nos clients nous disent oui, on est en capacité de restaurer des données, on a déjà fait nos tests de restauration, etc. C'est très bien, sauf que les tests de restauration, c'est sur un système, une application, un poste, etc. Mais par contre, quand on doit restaurer tout notre système d'information, ou ne serait-ce que 20% du système d'information, on n'a juste pas les capacités techniques de le faire. Et ça ne se teste jamais, malheureusement. Donc on ne sait pas ce qui va se passer quand ça va vous arriver. En conclusion, je vous l'ai montré juste avant, 65% des attaques, nous les considérons comme opportunistes, ce qui veut dire que si nos clients sont un petit peu au-dessus de la moyenne, ils devraient pouvoir réussir à échapper à 65% des attaques. Parce que ça va être un peu trop compliqué pour l'attaquant, donc il va passer à la victime suivante. Quelques actions également qui vous sont proposées ici, tout simplement pour vous aider à mieux vous protéger et surtout à mieux répondre aux incidents. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. N'hésitez pas à passer du coup sur le stand A1, le stand Wavestone, pour qu'on puisse en discuter et que je puisse répondre à vos questions si jamais vous en avez. Merci à tous. On va avoir 3 minutes de questions, donc c'est le moment. Si quelqu'un, j'arriverai à me déplacer jusqu'à vous. Monsieur ? Bonjour, je pense qu'il manque une information peut-être importante pour mieux appréhender les chiffres que vous donnez, c'est la taille des entités qui ont été affectées. Alors, j'ai évoqué au tout début, les clients avec lesquels on travaille, c'est des clients du CAC 40, c'est des grandes entreprises, c'est des grands ministères. Donc on est sur des grandes entreprises. On ne va pas être sur des TPE ou des PME à ce niveau-là. Bonjour, merci. Juste une petite question. Est-ce que vous prévoyez de réactualiser vos données régulièrement? Tout à fait, tout à fait. Alors deux choses là-dessus. Ça, ce sont évidemment nos chiffres à nous, comme je l'ai évoqué tout au long de cette présentation. Ce que j'aimerais qu'on arrive à construire, c'est ce type de données-là, mais à l'échelle de la France, donc avec d'autres équipes d'intervention, comme nous, d'autres certes. On se partage des données anonymisées, mais simplement statistiques sur ce type d'incident, pour qu'on puisse avoir une vraie vision globale du panorama cyber en France. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, si on n'arrive pas à construire ça, oui, de toute manière, nous, on va continuer à actualiser ces données, et chaque année, on fera une publication avec les données les plus fraîches. Et on a une toute dernière question. Oui, ce serait pour savoir s'il y a des tendances, des changements par rapport à l'année dernière, ou des nouvelles choses qui vous sont apparues. Globalement, on est toujours sur les mêmes types d'attaques. J'évoquais du ransomware, c'est encore à fond.
Là, on a commencé l'année, janvier, avec des grosses fuites de données également. On n'en avait pas forcément eu énormément l'année dernière, mais là, on a eu 2 énormes fuites de données. Après, le commun, j'ai évoqué ransomware, compromission d'AD. Les deux ensemble, ça fait très mal. C'est surtout ça aujourd'hui. Là, je vous propose de prendre votre main gauche, votre main droite, de les